Bonjour à tous. Et à toutes. Et à toutes, évidemment. Merci à tous d'être connectés. Je vois qu'on est déjà un peu nombreux. On va peut-être attendre 1 ou 2 minutes le temps que tout le monde nous rejoigne. Aujourd'hui, je suis avec Camille Cosnefroy de Seiza et Nicolas Passetti de eTeam. Comment ça va, Nicolas et Camille, aujourd'hui? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Moi, je suis à Bordeaux, il fait beau. Alors, je suis pas dans ma cave, hein, mais presque, hein, même si ça pourrait se croire. Je suis dans la salle de jeu de l'agence. Donc voilà, il fait beau à Bordeaux, donc c'est cool. Et moi, tout va bien également. Et j'ai la chance de pouvoir dire qu'il fait beau à Paris aussi. Donc, Putain, c'est pour ouf. une fois. C'est ouf. Par contre, on a l'impression d'être en novembre. Il fait super froid, c'est un truc de ouf. Ouais, je crois que ça va se décanter un peu cet après-midi, mais c'est vrai que depuis les derniers jours, comme vous pouvez l'entendre à ma voix, tout le monde chope un petit peu de froid. C'est ça. Parfait. Bon, merci pour ce mois, ce point météo national. Je vous propose de commencer. Bienvenue à tous dans ce webinaire. Et à toutes. Et à toutes, évidemment, mais Juliette. C'est inclusif quand je dis tous. On va passer un petit peu moins d'1 heure ensemble. L'objectif, c'est d'échanger avec Camille et Nicolas sur toutes les bonnes pratiques et toutes les stratégies qui peuvent aider à recruter sur les réseaux sociaux. Ce qu'on a au programme pour aujourd'hui, c'est un petit agenda comme ça, se présenter Nicolas et Camille pour vous connaître, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Ensuite, faire un point sur les raisons qui doivent aujourd'hui nous pousser à recruter sur les réseaux sociaux, pourquoi est-ce que c'est une bonne idée et c'est même devenu incontournable pour les recruteurs. Comment concrètement lancer une campagne de recrutement quand on a décidé qu'on voulait y aller et qu'en cette rentrée on voulait tester des nouvelles choses, comment faire pour se lancer. Et ensuite des retours d'expérience de votre part sur les stratégies qui marchent, peut-être ce qui marche moins bien, et puis partager vos expériences avec tout le monde. Ce que je vous propose pour commencer, c'est de vous présenter. Du coup, Nicolas, je te tends le micro pour nous dire qui tu es et qui est eTeam pour ceux qui ne te connaissent pas. Bonjour à toutes et à tous. Moi je suis Nicolas, j'ai monté eTeam il y a une douzaine d'années. eTeam, c'est une agence spécialisée dans le marketing RH et dans les médias RH. Notre travail, c'est d'accompagner les entreprises sur tout ce qui est attractivité, fidélisation des collaborateurs et travail de l'image employeur. Et bien évidemment, les réseaux sociaux font partie de nos médias, mais surtout l'utilisation a vraiment changé depuis pas mal d'années sur les réseaux, parce que d'une présence relativement simple, on en est venu à un outil potentiel d'activation, on en est venu à un outil de recrutement, et aujourd'hui, on en est venu pour certains à des outils de différenciation, donc c'est ça qui est super intéressant. eTeam, aujourd'hui, c'est une quinzaine de personnes qui bossent sur toute la chaîne d'attractivité des entreprises. Et voilà, et on est à Bordeaux, et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir échanger avec Camille pendant cette petite demi-heure, 3/4 d'heure sur le sujet. Merci Nicolas, nous aussi on est ravis de t'avoir. Camille, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots Seiza? Oui, tout à fait. Déjà, merci Nicolas de te joindre à moi aujourd'hui pour parler de ce sujet qui nous tient tant à cœur. Donc Seiza, effectivement, on est une société franco-américaine qui a plus de 10 ans désormais, qui opère donc en Amérique du Nord et en Europe. Et nous, on va dire qu'on a 2 métiers principaux. Le premier, c'est notre métier historique, qui est d'utiliser les réseaux sociaux pour aller chercher les candidats. Et on va vous en parler aujourd'hui. Et depuis quelques années désormais, on a aussi une technologie, une plateforme qui va être mise à disposition des recruteurs et qui va permettre d'automatiser les premières étapes du processus de recrutement. Notre spécialité depuis de nombreuses années désormais, ce sont les métiers de terrain. Et donc, on opère en grande majorité sur les secteurs du transport, de la logistique, du retail, etc. etc. Donc, ça nous permet d'accompagner des grands groupes comme des moins grands sur les problématiques de recrutement de tous ces métiers. On travaille aujourd'hui avec plus de 400 clients, donc en Europe, en Amérique du Nord. Et l'année dernière, on a généré plus de 500 000 candidatures qu'on a ensuite on a ensuite délivré à nos clients pour recruter le plus possible. Merci à tous les deux. N'hésitez pas à nous dire si vous recrutez déjà sur les réseaux sociaux.
Est-ce que c'est une démarche que vous avez déjà mis en place ou c'est justement un projet sur lequel vous voudriez avoir plus d'informations et être accompagné? C'est intéressant de savoir où chacun en est sur ce sujet. Du coup, je vous propose de passer à la première partie, se poser la question de pourquoi aujourd'hui recruter sur les réseaux sociaux, c'est une bonne idée et ça devient incontournable pour beaucoup de recruteurs. Par exemple, Camille, est-ce que tu peux nous situer un petit peu les éléments qui font des réseaux sociaux un potentiel énorme aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Bon, alors, j'imagine que vous êtes tous et toutes utilisateurs d'un minima un réseau social. Vous savez le temps qu'on y passe, parfois c'est même problématique. Aujourd'hui, comme vous voyez sur l'écran, c'est pratiquement 2 heures quotidiennement qui sont passées sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire beaucoup de temps et d'attention qui va être dédié à votre téléphone, tablette ou ordinateur. Au total, c'est 50 millions de Français qui utilisent les réseaux sociaux, soit 3/4 des Français, ce qui est assez monstrueux. Et donc, du temps passé, beaucoup de monde, ce qui veut dire beaucoup d'attention et un super moyen pour aller capter les gens là où ils passent du temps. Et donc, on va d'ailleurs discuter d'un concept qui est celui des candidats passifs, qui sont des candidats qui ne cherchent pas activement un emploi, mais étant sur les réseaux sociaux comme tout le monde, peuvent être disponibles pour écouter votre message, votre communication, votre publicité, et pourquoi pas avoir envie d'en savoir un peu plus sur vous. Pourquoi pas aller regarder la vidéo quand vous parlez de l'entreprise, ou pourquoi pas même aller soumettre leur candidature sur une offre d'emploi. Voilà, donc en fait, ces réseaux sociaux, c'est beaucoup de monde, beaucoup de temps et une superbe occasion d'aller discuter avec les candidats. Là, 50 millions, c'est cool parce que je crois qu'il y a entre 30 et 35 millions de personnes dans la population active. Donc, ça veut dire que dans la potentialité, toute la population active se retrouve sur les réseaux. Quel réseau, après, c'est la question. Toute la population active, c'est pas la réalité vraie, mais il y a quand même, je pense, 90 à 95% de la population active qui doit être sur un réseau. Mais surtout, et tu l'as dit à demi-mot en parlant des candidats passifs, ce qu'il y a d'intéressant, en fait, c'est que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ne sont pas une zone sur laquelle on va rechercher de l'emploi, c'est une zone de confort, et ce qu'on appelle une zone de confort. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt cool. C'est-à-dire que c'est un espace sur lequel, en fonction du réseau et en fonction de la personne, donc du persona dont on parle, sur laquelle ces personnes va se sentir bien, va être en confort dessus, sur ce réseau social. Est-ce que c'est du Facebook? Est-ce que c'est du Insta? Est-ce que c'est du TikTok ou autre? Ça, c'est une autre question. Mais donc, ça veut dire qu'on a un espace qui est agréable, qui est confortable pour pouvoir aller toucher et proposer un message qui sera un message impactant à nos potentiels cibles. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on n'a pas un média qui est un média sur lequel on va aller pour faire une action. Et donc, c'est quelque chose qui peut être un petit peu volontaire, mais pas rédhibitoire, mais quelque chose qui peut être un petit peu difficile pour certains. C'est un média sur lequel on va pouvoir toucher des personnes d'une manière, encore une fois, confortable. Donc, c'est ça qui est vraiment très intéressant sur le côté social media et sur le côté recruter sur les réseaux sociaux. Ça nous permet de recruter différemment. Et vous, Nicolas, dans la stratégie que vous proposez à vos clients, c'est quoi la part des réseaux sociaux et est-ce que tu as vu une tendance dans les dernières années sur ce sujet-là? Après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui recrutent sur les réseaux sociaux. Je crois que de mémoire, on doit avoir à peu près entre 30 et 40%, ça doit être 34 ou 35% des boîtes qui aujourd'hui estiment travailler et recruter sur les réseaux sociaux. Nous, on l'a toujours fait. Maintenant, la question est comment tu le fais et de quelle manière tu l'intègres. Ça va vraiment purement dépendre de ta capacité à créer une campagne de communication qui soit pertinente. Parce que le réseau social, au départ, on est vraiment sur un aspect qui est plus ce qu'on appelle de l'activation, donc plus sur un aspect de transformation que sur un aspect d'acquisition. Il y a quelques temps, et Ceiza en sait quelque chose, il y avait des outils comme Workfor qui permettaient en fait de diffuser des offres d'emploi sur les réseaux sociaux et que ça soit transformé en un certain job board. Aujourd'hui, on a un peu renversé la machine. Donc, on est plus passé sur des systèmes de campagne, ce que vous faites, donc c'est sur des systèmes de campagne qui vont et qui s'intègrent dans un système de campagne plus global et plus général. Donc, ça va dépendre réellement des clients. Maintenant, il est certain que la tendance, elle est là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on sait que les job boards se sont resserrés. On a quand même une phagotisation des job boards, tu vois, sur 3-4 job boards principaux. Et donc, ça veut dire que des canaux, en fait, de différenciation vont être
un petit peu plus limité. Et donc là, à ce moment-là, le réseau social, les réseaux sociaux redeviennent intéressants aujourd'hui pour pouvoir essayer de toucher justement cette population non-intentionnistes. Donc on va dire qu'on a eu un pic il y a une dizaine d'années sur les réseaux sociaux, étaient super utilisés pour diffuser des offres d'emploi et tout. Ensuite, on a eu un peu une redescente, utilisée différemment. Et là, on est vraiment en train de remonter à travers des campagnes et donc du coup un autre format. Et dans le chat, on a Sylvie qui nous demande si les réseaux sociaux sont un danger pour les job boards. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, perso, je pense pas. Hein. Tu sais, ça fait, Sylvie, ça fait plus de 15 ans maintenant que je travaille avec des job boards. Et depuis plus de 15 ans, on prononce la mort des job boards qui arrivent dans les années à venir. Non, ça sera pas le cas parce que ça reste un système, en fait, principalement d'intentionnistes. Et c'est un système qui est bien fait. Ce sont des médias qui sont bien faits, qui ont un système marketing, une méthodologie pour pouvoir amener à la postulation et à la proposition d'offres d'emploi pour les chercheurs d'emploi qui est intéressant. On pouvait se poser la question quand Facebook Jobs est arrivé, si jamais Facebook n'allait pas manger l'histoire. On pouvait se poser la question. Finalement, ils ont pris le parti de laisser de côté. On pouvait se poser la question quand Google Jobs est arrivé. Finalement, Google Jobs a décidé d'agréger en fait les sites emploi. Donc aujourd'hui, le modèle job board en fait, pour moi, va perdurer. Par contre, il faut qu'il soit en constante évolution et qu'il se reconstruise pour pouvoir amener ce match le plus intéressant possible entre les personnes qui recherchent de l'emploi et les entreprises qui recherchent justement des candidats. Donc, il faut qu'ils évoluent dans leur manière de faire, mais pour moi, les réseaux sociaux ne sont pas du tout un danger aujourd'hui pour les job boards. Peut-être pour rajouter un point, alors pas forcément sur le danger ou quoi, mais ce qui est intéressant aussi dans la conjoncture dans laquelle on est, à un moment où le chômage est relativement bas, et notamment en particulier sur ces métiers de terrain qui sont de plus en plus compliqués pour les entreprises à recruter. On se rend compte qu'il y a moins de population qui va aller chercher de l'emploi sur un job board, puisque finalement les gens ont de plus en plus un emploi en ce moment. Et donc les réseaux sociaux sont un bon moyen d'aller capter ces gens qui ne cherchent pas, mais qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, passent 1h48 par jour sur les réseaux sociaux. Et donc cette conjoncture fait qu'il y a peut-être moins de gens qui cherchent en ce moment sur les job boards. Et donc, c'est de plus en plus difficile de trouver via les job boards. Et donc, les réseaux sociaux sont un bon moyen de compenser ça, entre guillemets. Ouais, très intéressant. Alors du coup, la question qui a été posée et que je pense on se pose tous, c'est quels réseaux sont utiles et permettent de recruter sur les réseaux sociaux. Les réseaux, je pense qu'on les connaît quand même tous parce qu'on est tous utilisateurs. C'est quoi, Nicolas, les gros réseaux qu'on peut utiliser en tant que recruteur pour aller recruter? Est-ce qu'il y en a qui sont plus adaptés à certains recrutements, certains profils? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, aujourd'hui, il faut bien comprendre que tout part de la cible, hein, on en parlera juste après. On utilise un réseau par rapport à une cible qu'on va vouloir toucher et est-ce qu'elle correspond à tel ou tel réseau. Camille, tu ne me contrediras pas, hein, en fonction de ce que tu as recruté, tu fais pas les mêmes choix, hein, on est d'accord? On est bien d'accord. Et tes optimisations ne vont pas aux mêmes endroits. Le truc qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des réseaux sont bénéfiques parce qu'ils représentent une manne qui est importante. C'est ce que tu montres dans ta slide. Tu as 35 millions de personnes sur Facebook. Tout le monde prédit, comme les job boards, la mort de Facebook. Il n'empêche que Facebook, les personnes qui sont sur un réseau social sont à plus de 90% sur Facebook. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur un réseau social, à 90%, on est également sur Facebook, ou on n'est que sur Facebook. Donc, le modèle de Facebook a changé, la manière de communiquer a changé, mais les gens sont dessus, quoi qu'on en dise. Donc, tu as quand même des potentialités en termes de nombre de personnes qui sont dessus, qui sont extrêmement importantes. Instagram est intéressant aussi, mais d'un point de vue un peu différent. TikTok, aujourd'hui, pour pouvoir targeter et récupérer du clic, c'est un outil qui est très performant et très intéressant. LinkedIn est intéressant aussi, mais LinkedIn, en fait, on va faire un ratio, c'est-à-dire que tu peux difficilement aller sur LinkedIn en diffusant des offres d'emploi comme ça ou en faisant des campagnes si tu n'as pas derrière une stratégie de communication et de création de contenu. Parce que la première des choses que les gens vont faire sur LinkedIn, c'est ensuite d'aller voir qu'est-ce que tu crées comme contenu et qu'est-ce que tu représentes. YouTube, là, on est sur du full programmatique. Donc là, ça va être du travail de Seiza ou autre. Ça va être un intérêt justement de pouvoir faire des campagnes pures et dures. Et après, il y en a d'autres qui sont très intéressants que tu as mis tout en bas. Il y en a peut-être un que tu n'as pas mis. C'est du Twitch, par exemple, et du Reddit qui vont, eux, toucher des cibles qui sont différenciées.
parce qu'on est encore sur un autre modèle, c'est-à-dire qu'on est sur des réseaux qui sont eux-mêmes sous-utilisés pour recruter et donc du coup qui ont un aspect aussi intéressant en termes de potentialité de candidats passifs. Donc pour moi, tous les réseaux sont bien, ça va dépendre des personas. Mais après, on a encore 2 niveaux de réseaux. Les réseaux qui sont aujourd'hui très utilisés de la bonne des manières par les gens qui ont une vraie comment dire, une vraie capacité à créer des campagnes, de la mauvaise des manières par tout le monde, parce qu'aujourd'hui, tout le monde diffuse des offres d'emploi sur Facebook. Combien on voit comment dire, de pages de boîtes, ou même sur LinkedIn, c'est pareil, hein, de pages de boîtes, en fait, où le seul contenu qu'il y a, c'est des offres d'emploi. C'est la pire des choses à faire, mais ça existe, parce que tout le monde aujourd'hui sait les utiliser. Donc, ce premier niveau et ce deuxième niveau, qui sont les réseaux qui sont un petit peu plus confidentiels et qui permettent de toucher encore plus. Donc je te dirais tous les réseaux, mais ça dépend. Ma réponse a été très longue, non? Ma réponse a été très très longue. Hein. Il ne faut pas hésiter à me fouetter, Juliette. Ah ouais, non, mais je ne vais pas me permettre quand même. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Camille, mais... Non, mais c'est clair qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, en termes de puissance et d'impact, on a atteint des niveaux tels que la télévision pouvait l'être il y a encore quelques années, parce que tout simplement, les gens passent du temps, ont des usages. Alors, c'est intéressant aussi, c'est de comprendre les différents usages entre les réseaux. Quelqu'un qui va passer du temps sur Facebook, tu parlais tout à l'heure d'être dans une zone de confort, etc. C'est vrai que maintenant, Facebook, on connaît l'outil, on sait comment ça fonctionne, on est dans ces petits chaussons et on utilise le réseau d'une manière assez classique. Là où, effectivement, les nouveaux réseaux qui peuvent apparaître, on va peut-être être moins à l'aise, mais ce qui va toujours réunir les réseaux, c'est l'attention qu'on est capable d'aller chercher chez les individus qui passent du temps. Un des exemples, effectivement, aussi, nous, quand on va mener des campagnes, alors c'est juste des exemples, il ne faut pas en faire des généralités, mais on se rend compte, par exemple, que si on cherche à cibler des métiers médicaux, par exemple, je sais pas, des infirmières, des personnes dans l'aide à la personne, un réseau social comme un TikTok va fonctionner très bien, parce qu'on va peut-être s'intéresser à des populations plus jeunes. À l'inverse, quand on va recruter des chauffeurs poids lourds, un réseau social comme Facebook fonctionne très bien parce qu'il est très puissant sur une génération un peu plus âgée, par exemple. Donc, et alors, à nouveau, il ne faut pas en tirer des généralités, mais c'est très important aussi de bien identifier quel est le persona et ensuite de pouvoir décliner sur le réseau social. Ce qui est assez intéressant également, c'est qu'il ne faut pas, alors on dit souvent ça en publicité, mais c'est la même chose avec les réseaux sociaux. Il ne faut pas avoir de religion particulière sur un réseau social ou un autre, parce qu'on peut avoir des surprises. En fait, on va se rendre compte que, oui, sur TikTok, il y a aussi des chauffeurs poids lourds, et oui, sur Facebook, il y a aussi des infirmières, et il faut laisser, je dirais, la donnée, la statistique, nous informer de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il ne faut pas juste se dire, alors je vais faire que du TikTok parce que je veux recruter les infirmières. Ce serait dommage de passer à côté d'individus qui passent du temps sur ces autres réseaux-là. Voilà. Et pour répondre aux questions qui sont posées dans le chat, sur la question d'Olivier, en gros, l'idée de faire de la campagne sur les réseaux sociaux, c'est que potentiellement, c'est des personnes qui vont être intéressées et qui vont être ciblées. Donc, logiquement, c'est pas censé être une atteinte à l'intimité. Clairement, c'est pas positionné comme ça. On n'est pas censé cibler des personnes qui ne sont pas intéressées par ça. Ou si on s'aperçoit qu'elles ne sont pas intéressées, en fait, les algos qui vont tourner, et ça Camille pourra l'expliquer mieux que moi, va pouvoir se dire ce type de personne n'est pas intéressée, donc on ne lui proposera pas à l'avenir ce type d'offre d'emploi ou de communication. Donc l'objectif est absolument pas de les saouler, bien au contraire. L'objectif de toutes les campagnes, c'est de faire en sorte de tomber sur les bonnes personnes et d'avoir un produit intéressant. Et pour répondre, et puis là je laisserai Camille après dessus sur le sujet, et pour répondre à Karen et à Catherine, on ne peut pas vous dire en fait quel réseau pour un technicien, quel réseau pour un ingénieur ou un chef de projet, ça va aller plus loin de ça. Parce qu'en gros, en fonction de si vos ingénieurs, vous les recrutez dans telle zone géographique, sur telle typologie de profil, plutôt jeune, plutôt senior, plutôt si, donc ce que vient de dire Camille, on aura des réseaux qui vont être différenciés. Et ça dépend aussi du secteur d'activité. Vous prenez un tech dans tel secteur, un tech dans un autre secteur, on a des potentialités en fait de profils qui vont aller plus sur tel ou tel réseau. Donc ça va un petit peu plus loin que ça, et ça serait vous mentir que de vous dire postez vos offres de techniciens sur Facebook et postez vos offres d'ingénieurs sur LinkedIn, parce que ça n'a pas vraiment de sens en fait. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour compléter ta réponse, Nicolas, sur est-ce qu'on va saouler les gens ou quoi aux caisses, il faut bien se dire aussi que les gens, sur les réseaux sociaux, sont exposés à de la publicité, sont exposés à des messages corporate, etc. En entreprise,
Parfois, en tout cas moi personnellement, je préfère qu'on vienne me proposer une offre d'emploi qui correspond à ce que je fais ou ce que je suis, plutôt que d'avoir une énième publicité pour je ne sais quel gadget. En fait, il faut aussi considérer que, et surtout si on a une démarche avec un message qui est sympa, positif, on ne vient pas du tout déranger les gens. Au contraire, on vient leur amener du contenu qui parfois a même de la valeur et donne envie d'aller plus haut. Et puis le deuxième aspect aussi qu'il faut très souvent, on a des directions des ressources humaines qui nous posent cette question parce qu'on est très, très LinkedIn dans le monde des RH. Il ne faut pas oublier qu'il y a une partie de la population qui n'est pas présente sur LinkedIn. Je pense notamment à tous les métiers de terrain sur lesquels on travaille. Ce ne sont pas forcément des gens qui ont un réseau professionnel et des réseaux personnels. Ce sont des gens pour qui il n'y a pas forcément de frontières. Et donc, avoir du professionnel sur un réseau social personnel, ça ne pose pas de problème, puisque, comme je le disais, il n'y a pas cette espèce de distinction qu'ils peuvent faire. Et parfois même, je vais être sur Facebook et je vais avoir mon usage habituel avec mes amis et ma famille. Et puis, je vais aussi en même temps être sur des groupes professionnels parce que je profite de la puissance du réseau aussi pour progresser dans ma vie professionnelle. Il faut bien avoir en tête que chez beaucoup de monde, et en tout cas chez ces métiers de terrain, ça ne pose pas de problème parce qu'il n'y a pas ce split pro-perso comme on pourrait le faire avec un LinkedIn versus les autres. Et comment ciblez-vous sur Facebook et Instagram, c'est plus ta partie, Camille. Ouais, tout à fait. On va y arriver en l'occurrence. Peut-être qu'on peut avancer, Juliette, mais ça fait effectivement partie. Et on peut valider ce que dit Sylvie. L'idéal étant de communiquer pour son entreprise sur son profil personnel, quel que soit le réseau. Ça, c'est une certitude. On parle d'employé advocacy, c'est un autre sujet, mais c'est un sujet qui rejaillit forcément énormément sur la capacité des personnes à ensuite postuler réellement ou à la capacité des entreprises à être visibles. On est complètement d'accord, Sylvie. Ouais. Et pour rebondir sur des questions de comment cibler pour des postes de technicien ou d'ingénieur, ça, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des profils qui sont un peu plus présents sur certains réseaux. Mais comme disait Camille, il faut tester parce qu'on peut avoir des surprises et on peut aussi se rendre compte que sur des réseaux qu'on ne soupçonnait pas, finalement, il y a du potentiel. Donc, je pense que c'est un des points importants à retenir, c'est qu'il faut tester, il faut oublier un petit peu les a priori, comme Camille disait, et se laisser surprendre aussi par les résultats. Donc, on peut effectivement passer. Donc là, on sait sur quel réseau on peut aller communiquer, mais qu'est-ce qu'on peut faire sur ces réseaux? Effectivement, on en a un petit peu parlé déjà. Il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place. Qu'est-ce que on peut faire, Camille, sur les réseaux sociaux en tant que recruteur? Ouais, effectivement. Alors là, c'est un vaste sujet et c'est un peu le sujet que tout le monde, c'est la question à 1 million. Il y a cette logique d'animation de compte. Comment est-ce que d'un point de vue purement gratuit, on va être capable de faire croître le compte de l'entreprise et ensuite de diffuser cette culture d'entreprise et de idéalement générer de l'intérêt pour l'entreprise, de l'appétence et puis pourquoi pas des gens qui viennent candidater. Donc là, c'est un gros sujet, Nicolas. Peut-être que je peux même te laisser la main là-dessus. Ouais, c'est ce que dit Sylvie. C'est-à-dire qu'en gros, il y a tout un tas de stratégies pour pouvoir animer. On est vraiment sur un modèle, ce qu'on appelle l'inbound, le fait de proposer du contenu qui soit pertinent pour notre cible, de manière à diffuser notre image, de manière à montrer notre univers, montrer qui on est, montrer comment on perçoit tel job à l'intérieur, montrer les gens, avoir une stratégie aussi d'employé advocacy, donc de faire parler les gens de notre entreprise, comme ce que dit Sylvie, avec des gens qui potentiellement reviennent chez nous après derrière. C'est ultra important et aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui est gratuit et qui est nécessaire parce que c'est ce que les gens attendent. Les gens attendent de voir une certaine transparence. Les gens attendent de voir qui vous êtes. C'est ultra important et surtout, ça rejaillira sur la partie que tu vas mettre après, Camille, qui est sur la partie publicitaire. Parce que il faut bien comprendre que aujourd'hui, le modèle de recrutement, le modèle RH est sur un modèle de ce qu'on appelle du gross marketing. Tout est construit autour de ça. On doit travailler un système d'acquisition, c'est-à-dire comment on fait pour être le plus visible possible. Et ça, le côté gratuit peut jouer, mais le côté publicitaire l'accentue. Et une fois qu'on a fait ça, comment on active les gens? Donc ça, pour le coup, sur l'animation et sur le contenu qu'on va proposer, c'est ça qui va aussi permettre d'avoir un temps de transformation qui est plus important et permettre à la publicité de faire encore mieux son travail. Donc, c'est pas dur, hein. Enfin, c'est pas dur. Bien évidemment, on pouvait vous faire accompagner, mais le principal truc qu'il faut faire quand on veut communiquer, c'est déjà savoir qui on est, savoir ce que l'on a à proposer, connaître nos cibles et ensuite
être transparent. Ne pas vouloir attirer tout le monde, faire en sorte d'être le plus transparent et le plus honnête possible. Arrêtez de vouloir faire en sorte d'attirer et d'avoir le maximum de candidatures. De toute façon, ça ne vous servira à rien et ça fera du tiède et ça fera en sorte que de recruter des personnes qui potentiellement ne rentreront pas dans votre ADN. Donc, soyez transparent et honnête, ça sera simple. Et après, la publicité pour faire popper tout ça, mais là, c'est plus ton domaine, Cam. Ouais, effectivement. Alors, le best in class, c'est vraiment de pouvoir faire vivre les deux, d'avoir une animation de compte et des réseaux sociaux qui soient, comme tu l'as dit, transparents, qui donnent envie, mais qui restent dans la réalité. Et pouvoir combiner ça avec une approche publicitaire, où là, l'objectif, ça va être de pouvoir élargir son audience, d'aller pouvoir toucher des gens qui ne nous connaissent pas, qui ne sont pas forcément. Déjà, ils ne nous connaissent pas parce que on n'est pas on n'est pas forcément géographiquement proche, ou tout simplement parce qu'on est une entreprise qui n'est pas forcément connue. Et puis parfois même, on est une grosse entreprise, mais les gens ne pensent pas à nous. Donc c'est vraiment cet objectif de la publicité. Aller ensuite, au sein de cette audience élargie, cibler les bonnes personnes. On va en parler après plus en détail. L'objectif aussi de cette publicité, c'est d'aller chercher rapidement des résultats. C'est un petit peu quand on fait la comparaison avec dans le SEO et le SEA, je ne sais pas si ça vous parle, sur Google, il y a le naturel et le sponsorisé. Le naturel, c'est donc ce référencement qui va mettre du temps et des années à construire pour avoir quelque chose qui va nous permettre d'être bien positionnés. Et puis il y a la publicité qui va permettre rapidement de prendre une première place, ou en tout cas une place dans le haut, et qui va avoir des impacts assez rapides. Donc la publicité, elle va permettre d'aller chercher beaucoup de monde avec un ciblage précis et d'avoir des résultats rapides. Et ensuite, là, évidemment, il y a de l'investissement publicitaire, mais il y a également de l'investissement humain, parce que ça se fait pas en claquant des doigts, à la fois sur la mise en place, sur le suivi, mais également sur la mise en place des bonnes créas qui donnent envie. Et là, c'est là où les deux côtés communiquent énormément, parce qu'on va donner envie à la fois sur la partie gratuite et sur la partie publicitaire, avec du contenu de qualité, de transparence. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je rebondis sur ce que tu dis, Nicolas. On se rend compte, nous, que sur beaucoup de campagnes, plus l'image a l'air réelle, plus l'image, je dirais presque, est prise à l'iPhone et montre des vrais gens plutôt que des photos qui ont été complètement, entre guillemets, faites par des comédiens ou quoi. Plus ça fonctionne parce que les gens ont besoin de se projeter et parce que les gens, quand ils viennent s'intéresser à votre entreprise, ils veulent voir ce qu'elle est vraiment, plutôt que de voir des photos d'un énième comédien qui fait un sourire avec le pouce en l'air et tout le monde sait que ce n'est pas la réalité. Comment est fait le ciblage, Camille? Alors, il y a plusieurs manières de faire le ciblage, Elsa. Tout à fait. On peut peut-être justement avancer sur cette partie de comment est-ce que on fait concrètement pour lancer des campagnes. Donc, avant de venir au ciblage, il y a il y a une première partie qui est de définir les objectifs publicitaires. Ça, Nicolas, vous, comment vous accompagnez les clients qui viennent avec une problématique précise pour identifier quels sont leurs objectifs et quelles sont les actions à mettre en place? Alors nous, c'est pareil, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ce que je disais tout à l'heure, nous, on part du principe de gross marketing. C'est-à-dire qu'on doit créer des funnels. C'est un funnel, c'est pas un tunnel, c'est un funnel, c'est un entonnoir, en fait, en anglais. Donc, on doit créer des funnels de conversion. Ces funnels de conversion, on les crée à partir de plusieurs actions qui vont travailler à différentes étapes. Une personne qui veut se recruter, une entreprise qui veut recruter, on peut pas arriver, si on arrive et qu'on lui dit, vas-y, on va te balancer des offres d'emploi, on va mettre de la pub à tout va et tout, très bien. Mais c'est pas ça qui va vraiment changer la donne. Ça va changer la donne à un instant T, mais ça changera pas la problématique globale de recrutement de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à plus long terme et il faut réfléchir sur un modèle plus large. Le modèle plus large, c'est de dire quelles étapes je vais mettre en place pour pouvoir faire en sorte de pérenniser un recrutement qui soit non seulement solide, qui soit pertinent et qui fasse en sorte que je limite le turnover en interne. Parce que c'est tout ça, en fait, qui est intéressant. Quand je parlais tout à l'heure de cliver, de ne pas vouloir recruter tout le monde, c'est quelque chose qui est important. Il y a une tendance qui existait il y a encore quelques années et qui est toujours présente, mais qui diminue, qui était le fait de se dire, je vais avoir le plus de candidats possible. Mais au final, on s'en fout d'avoir le plus de candidats possible. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les bons candidats. Et on ne peut pas avoir les bons candidats si on ne communique pas de manière transparente, honnête, ciblée, et un petit peu clivante.
Parce que ça veut dire que tout le monde viendra et à un moment donné, on se retrouvera avec des personnes qui sont potentiellement intéressantes, mais qui ne rentrent pas forcément dans les clous et dans les codes de ce qu'on a. Donc tout ça, en fait, on le met en place à travers différents aspects. Le premier aspect, c'est le fait de montrer qui vous êtes. Donc forcément, on doit travailler la notoriété à un moment donné pour être diffusé à un modèle qui soit large. Et le modèle large, c'est de parler à plein de personnes, des intentionnistes, des non-intentionnistes, des vrais non-intentionnistes, donc c'est-à-dire des gens qui n'ont pas du tout l'envie de bouger maintenant, mais peut-être plus tard, et des prescripteurs. C'est quelque chose qui est très important. Derrière, on refait un modèle qui est un petit peu plus de côté considération. Donc là, ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire. On va essayer de proposer du contenu et une stratégie qui fasse que les gens s'intéressent plus. C'est-à-dire qu'ils ne font pas que nous voir, ils vont s'intéresser plus à ce qu'on fait. C'est-à-dire à qu'est-ce qu'on propose en interne, à la manière dont on voit le job, comment on perçoit le secteur d'activité, toutes ces choses-là. Et ça va commencer à les intéresser et à les interpeller. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça va aussi intéresser notre cible interne. Donc les deux sont joués dessus. Et boum, derrière, après, on arrive à la conversion. Et la conversion, là, à ce moment-là, on peut commencer à travailler des espaces publicitaires qui soient beaucoup plus précis. Donc, c'est-à-dire qu'on peut travailler la publicité sur les 3 étapes. On peut la travailler sur la notoriété, sur la considération et sur la conversion. Le seul sujet, c'est qu'en fait, de quelle manière on va fonctionner? On va fonctionner sur une publicité qui va être au terme de notoriété un peu plus large. C'est-à-dire se dire on va partir sur des gens qui sont un peu plus larges. Sur de la considération, essayer d'avoir quand même quelque chose qui soit un petit peu plus resserré, mais surtout parler à une cible plus précise. Et la conversion, notre objectif, c'est vraiment le clic. Donc là, on doit travailler sur le clic. Et ces 3 aspects, en fait, ces 3 objectifs répondent en fait à ce système de tunnel, donc d'entonnoir, pardon, donc de funnel de conversion. Et ça, on le détermine sur une stratégie à long terme. Et on n'arrive pas en disant on vient, on veut faire de la conversion, ça va marcher. Ça va marcher, ça peut marcher, mais ça peut marcher à un instant vraiment ponctuel. C'est 2 choses qui sont différentes. Camille, les réseaux sociaux et la publicité, ça peut intervenir à plusieurs étapes du funnel? Oui, tout à fait. Comme en publicité classique, on va aller travailler sur toutes différentes étapes de ce funnel. Et comme Nicolas l'a dit, on a différentes stratégies à la fois de targeting, mais également de bidding, et puis même parfois de format en fonction des différents objectifs. Le Graal, c'est d'essayer de combiner les 3, d'avoir une approche, une surcouche de notoriété, des gens qui vont nous donner des signaux d'intérêt, on va essayer de les mettre dans ce funnel et de leur donner encore plus envie de créer cet intérêt. Et enfin, parmi ces gens-là, on va essayer de générer de la conversion. Et donc la conversion, le Graal ici, c'est d'aller la soumission d'une candidature, et puis plus loin on pourra en parler, la mise en entretien, le recrutement, avec quelqu'un qui match, comme tu l'as dit Nicolas, avec les cultures d'entreprise, parce qu'il a bien compris en avant ce qu'était l'entreprise et ce qu'elle voulait mettre en avant. Après, effectivement, on peut aussi se concentrer sur certaines étapes. Tu l'as dit Nicolas aussi, on peut d'un coup faire un pic de conversion parce qu'on a besoin de recruter pour un pic de saisonnalité ou tout simplement une nouvelle usine ou je ne sais quoi. Ça fonctionne aussi. Ça fonctionne mieux quand on est une entreprise connue parce que les gens ne découvrent pas quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, mais ont déjà vu cette entreprise et donc ils vont avec moins reculons, je dirais. Mais ça peut aussi, quand les choses sont bien faites, on peut essayer de travailler sur 2 objectifs, peut-être un petit peu de considération et ensuite beaucoup de conversion pour rassurer les candidats et leur permettre d'aller tout de même soumettre ces candidatures. Je dirais aussi qu'il y a un rôle dont on ne parle pas ici, mais on va en parler plus tard, qui est dans cette étape de conversion, ça va être le rôle des équipes de ressources humaines. Quand on va avoir un candidat qui va arriver à eux, il faut être capable aussi d'adapter le discours à des individus qui n'ont pas candidaté comme il l'aurait fait sur le site de l'entreprise ou sur un job board. On est face à des candidats qui sont dans la plupart du temps passifs, et donc on s'adresse à eux avec un discours qui est différent. Les gens ne connaissent pas forcément toute l'entreprise, les gens ne connaissent pas forcément tous les métiers de l'entreprise, et donc on va être capable d'avoir ce côté un peu pédagogue et de leur expliquer qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici et est-ce que ça correspond à ce qu'ils cherchent ou pas. Et l'objectif, je dirais que le rapport de force s'inverse légèrement, et de toute façon, dans le monde actuel, le rapport de force est en train d'évoluer. L'idée va être de donner envie et de poser aussi les questions, ou en tout cas d'utiliser les éléments filtrants qui vont permettre de mettre de côté le candidat, non pas parce qu'il ne connaît pas l'entreprise ou parce qu'il ne s'est pas suffisamment renseigné, je dirais, mais peut-être plus sur des compétences clés, parce que c'est normal qu'il ne connaisse pas bien votre entreprise. Je dirais qu'il vient de la découvrir grâce à vos actions,
publicitaire. Et tant mieux, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des nouvelles personnes et de toute façon, on n'a pas le choix en ce moment, que ce soit dans des bassins d'emploi compliqués ou sur des métiers pénuriques. Pour traiter le prochain sujet, on va répondre à la question de Elsa, de comment cibler. Déjà, l'étape préalable, c'est identifier qui on veut attirer, quels sont les candidats potentiels. Là, Camille, comment est-ce qu'on détermine qui on veut attirer comme candidat? Alors, ça va être en fait une question qu'on va poser directement aux recruteurs et aux équipes de ressources humaines. Les entreprises peuvent avoir différents objectifs. Moi, je rencontre des entreprises qui vont me dire « On sait qu'aujourd'hui, on est sur un bassin qui est complètement saturé. J'aimerais, avec mon entreprise, aller chercher des gens, peut-être dans d'autres régions, par exemple, pour les faire venir à moi dans une démarche de mobilité. » Bon, ça arrive, hein, ça peut arriver. Donc, quand on a cette approche-là, on va être complètement différent dans la démarche que quelqu'un qui va dire « Je sais qu'il y a encore des travailleurs, mais ces travailleurs sont chez mes concurrents. Je voudrais aller les chercher parce que j'ai besoin de travailleurs et je ne peux pas me permettre d'aller faire de la mobilité. » Ou alors, un autre exemple, on travaille avec des grandes entreprises qui vont installer au milieu de nulle part un centre de production, un centre de stockage ou je ne sais quoi. Ils n'ont pas la capacité d'aller chercher les gens dans cette zone géographique parce que tout simplement, les gens ne sont pas forcément en train de chercher soit dans ce secteur-là, soit dans cette entreprise. Et donc, avec des ciblages géographiques très précis, on va aller pousser des offres d'emploi à des personnes dans un rayon géographique et on va leur dire, vous ne saviez peut-être pas, mais dans 3 mois, il y a telle entreprise qui vient s'installer et elle recherche des centaines de personnes. Est-ce que ça vous intéresse? Voilà. Donc déjà, en fonction de la problématique de l'entreprise, on va avoir des critères qui vont être bien différents. Et donc ça, c'est vraiment important à la fois d'identifier les objectifs business et d'y associer ensuite ces différents critères, notamment le réseau social dont on a parlé tout à l'heure avec Nicolas. Après, sur le côté ciblage, en dehors des critères des entreprises, il y a aussi la manière dont on cible à l'intérieur. Vous avez de la donnée, vous avez de la data, vous avez une manière de twinner, ce qu'on appelle du twinning, donc c'est-à-dire essayer de prendre des profils types sur lesquels on va se baser pour pouvoir retargeter. On va voir les profils qui répondent le mieux en fait à telle ou telle campagne et on va se dire tiens, on va prendre ce modèle-là et on va le jumeler pour pouvoir toucher toutes les personnes qui ont ce modèle-là. On peut faire du retargeting, des personnes qui sont déjà allées sur votre site, qui vont être déjà vues quelque part. On peut prendre de la data qui est déjà mise en place, c'est-à-dire qu'on a de la data aussi à disposition qui est déjà segmentée, où on sait que ce type de profil en fait est représenté dans tel type de secteur, sur tel type de profil. Et lui, on peut le prendre sans passer directement par l'outil du réseau social, mais en le targetant de l'extérieur pour aller lui proposer une publicité là où il va. Donc, il y a plein de manières de faire différentes que par rapport à ce que dit Elsa, que le rayonnement géographique. On peut tout faire. Clairement, on peut tout faire. Tout est faisable aujourd'hui. C'est plus un problème. On a tous les moyens en fait de targeter tout le monde et de cibler et de faire des ciblages différents, même avec de la data, encore une fois, qui est extérieure aux réseaux sociaux. Alors, ce qui est intéressant ainsi, c'est qu'on va toujours essayer de se mettre un double objectif, c'est d'être précis, donc comme tu l'as dit, d'aller cibler les individus en fonction de signaux ou de comportements qu'ils nous auraient donnés. Voilà, un comportement, ça va être il a visité notre site internet et donc on va essayer de le retargeter, ou alors il nous a montré un intérêt à un moment donné et on a collecté l'information qui s'intéressait à tel type d'emploi ou à tel type de zone géographique ou de secteur géographique ou de secteur d'emploi. Donc, c'est de la donnée qu'on va utiliser. Et puis, on va aussi en parallèle toujours utiliser un ciblage beaucoup plus large pour comme je le disais tout à l'heure, pour se donner une chance d'aller toucher des individus qui ne correspondraient pas à ça. Mais cependant, on a des très belles histoires à raconter sur ce sujet. Des individus qui n'avaient pas forcément un intérêt pour ce métier, mais parce qu'ils ont vu, comme on l'a dit tout à l'heure, quelque chose d'intéressant, de transparent, une entreprise qui mettait en avant des belles valeurs, le candidat est allé voir, il a une super expérience de recrutement et finalement, il a rejoint l'entreprise et il est très content et on a effectivement des super témoignages de candidats qui disaient « Je ne cherchais pas d'emploi, je ne cherchais pas dans ce métier-là, et pourtant, je suis allé voir ce qu'il y avait derrière la porte et ça m'a donné super envie et je suis super content et ça fait des X années que je travaille pour l'entreprise. » Donc, il y a aussi cette volonté d'aller cibler précisément, mais aussi de se donner la liberté. Et en fait, je dirais que c'est presque le candidat qui va filtrer par lui-même
parce que la question, je ne sais plus de qui tout à l'heure, qui disait parfois ça ne va pas m'intéresser. Il y a des gens que ça ne va pas intéresser, mais il y a des gens pour qui ça va être intéressant. Et c'est ces personnes-là qui vont eux-mêmes faire leur propre filtrage et ça va permettre de faire émaner des jolies histoires qui sont absolument nécessaires quand le bassin d'emploi est extrêmement compliqué, quand le métier est hyper pénurique, parce qu'il faut aussi être capable de laisser à ces candidats le choix de faire autre chose. Et pour le recruteur, c'est parfois un peu compliqué de se dire « Ah non, mais en fait, j'ai quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans mon domaine ou quoi aux caisses. » Et en fait, on se rend compte assez facilement, et ça, c'est aussi quelque chose qui arrive de plus en plus de nos jours, qu'il y a des compétences qui sont connexes, il y a des compétences qui ont servi dans un métier et qui peuvent servir dans le mien également. Voilà, donc en fait, on crée des super belles histoires et on crée des très belles carrières et des belles opportunités en ouvrant un peu ces chakras. Camille, comment est-ce qu'on contourne les restrictions liées à la catégorie de l'emploi? Est-ce que les réseaux sociaux mettent des restrictions et comment on les contourne pour s'assurer d'avoir… Alors, il y a évidemment des restrictions et en fait, on ne va pas forcément les contourner. Hein. Quand on parle de restrictions, il y a des restrictions tout simplement de discrimination. On ne va pas recruter quelqu'un sur fonction de son genre ou même en fonction de son âge. Donc ça, on ne va pas contourner ça. Ce n'est pas possible aujourd'hui en France et tout simplement, c'est interdit. Donc, on ne va pas poser la question ou cibler spécifiquement des gens en fonction de leur âge parce qu'on n'a pas le droit de le faire. En revanche, on est capable, je dirais qu'on ne va pas contourner, hein, simplement, on va aller poser des questions qui vont nous permettre de distinguer aussi un candidat qualifié d'un candidat qui ne l'est pas, en allant poser les bonnes questions en fonction du métier ou en fonction simplement des compétences, ou parfois même sur des critères qui vont… En fait, le filtrage va se faire seul quand on va aller poser la question « Est-ce que vous êtes disponible pour travailler, j'en sais rien, de telle heure à telle heure, ou est-ce que vous êtes disponible pour travailler le week-end » Si les gens disent non, tout simplement, ils vont s'auto-filtrer et on ne va pas forcément aller avoir affaire à eux. Et donc ensuite, dans le ciblage, on va aller chercher des gens qui ont vocation à travailler spécifiquement durant ces horaires parce que c'est absolument nécessaire pour le job. Après, pour répondre à la question d'Elsa, en fait, tu as plusieurs modèles, tu as plusieurs moyens aussi de contourner ça. Déjà, il faut savoir que de temps en temps, on utilise l'algorithme de Facebook et de temps en temps, tu n'utilises pas l'algorithme de Facebook. Tu fais des publicités qui arrivent sur Facebook, mais qui ne sont pas issues de Facebook. C'est deux choses qui sont différentes. Ça, toi, tu peux pas le faire. Enfin, vous pouvez pas le faire. Ça, c'est des outils, des Seiza ou autres qui font ce genre de choses. La deuxième chose, bien évidemment, le recrutement directement dans les groupes, d'un point de vue RH, c'est quelque chose d'intéressant. Et il faut pas hésiter de le faire. Tu vois, là, pour le coup, il y a pas de raison. Il faut pas hésiter à y aller. Il faut pas hésiter à aller communiquer dans ces groupes pour pouvoir présenter qui tu es, ce que tu fais. Et le troisième point qui peut t'aider en fait dans ton sujet, qui est un sujet plus large, c'est-à-dire que tu dis que tu as énormément de retours, mais finalement pas très qualitatif, à ce moment-là, c'est toi-même de créer un tunnel de conversion, tu vois, qui soit différent. C'est-à-dire que tu fais une campagne toi-même avec ton ciblage géographique qui va t'amener beaucoup de monde, et après, tu fais plusieurs petites étapes suite à la postulation qui font que boum, 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 tu resserres et tu arrives avec les personnes qui sont uniquement intéressées et tu te retrouves sur des CV qui sont de fait, en fait, des CV qui sont plus pertinents que si jamais tu avais tout dès le départ. Donc, tu as 3 réponses en une par rapport à ce que tu posais comme question. Mais oui, si vous allez tout seul faire de la publicité sur Facebook, effectivement, vous allez vous retrouver avec beaucoup de restrictions qui vont être compliquées. On est bien d'accord. Ce qui est intéressant à nouveau, c'est de combiner différentes approches. Je vois ici dans la discussion qu'il y a des gens qui vont parler d'intérêt. Effectivement, alors on va essayer de combiner cette approche de cibler des gens en fonction d'un intérêt. Parce que oui, si on fait le grand raccourci, un technicien ou un mécanicien, il va être fan de Ferrari sur Facebook. Ça peut être intéressant, mais on ne va pas faire que ça. On va avoir également un ciblage en fonction du comportement ou des gens qui auraient visité votre site internet ou des gens qui auraient montré une appétence pour ces métiers. Ou alors des gens qui auraient, dans leur relation, des gens qui sont déjà considérés comme dans ce métier. Nous, on va utiliser différentes catégories, et des catégories aussi d'emploi, parce qu'on a catégorisé depuis de nombreuses années en fonction de la réaction face à nos publicités des individus et face à un métier. Donc, on va aussi cibler avec ces segments-là. Mais également, comme je le disais tout à l'heure, on va se permettre d'avoir aussi plus de liberté, parce qu'il faut se donner plus de liberté. Et ensuite, l'outil va aller optimiser pour réinvestir, en tout cas surinvestir sur ce qui fonctionne le mieux par rapport à des KPI de campagne dont on va pouvoir parler ensuite, qui vont être liés aux résultats. En fait. J'avance
sur la prochaine slide. Camille, est-ce que tu peux nous résumer peut-être en 1 minute un peu les étapes pour lancer une campagne de recrutement et ce à quoi il faut faire bien attention? Donc, effectivement, une fois qu'on a identifié à la fois les besoins business, on va être capable d'identifier le type d'individu qu'on va essayer de trouver. Pour ça, il faut donc choisir la bonne plateforme qui correspond. Mais comme on s'est dit tout à l'heure, c'est bien de choisir, mais c'est aussi bien de se donner une liberté et de pas forcément avoir de religion et de toucher tout le monde, parce que c'est la performance qui va nous montrer ce qui fonctionne ou pas. Il faut se donner un objectif d'aller créer des publicités impactantes, parce qu'effectivement, là, je n'apprends rien à personne, mais plus la publicité donne envie, plus on a envie d'y aller. Idéalement aussi, de multiplier les publicités, parce que on va pouvoir tester différentes combinaisons et voir ce qui va fonctionner le mieux. Cibler les candidats avec les différents critères dont on vient de parler. Et ensuite, c'est une boucle auto-apprenante. En fonction des résultats qu'on va avoir, on va aller modifier les différents paramètres de publicité, de ciblage, de réseau, de message, et pourquoi pas même, on va en parler après, de parcours de candidature, pour trouver la combinaison optimale qui permet d'avoir les meilleurs résultats possibles. Et en fait, pour répondre à la question de Véronique, comment ça se passe pour un candidat? Je vous remets la vidéo. On leur présente une publicité directement dans leur fil d'actualité. S'ils sont intéressés, ils cliquent dessus. Ils ont des informations sur l'offre. Et ensuite, il y a quelques questions vraiment liées au métier et au recrutement qui lui sont posées. Et en y répondant, il envoie une candidature qui peut être facilement traitée par un recruteur. Et c'est comme ça que ça fonctionne sur chaque réseau. Si on passe, je pense que Camille, tu as déjà un petit peu commencé à le dire, mais c'est important d'offrir une expérience candidat qui soit adaptée au recrutement sur les réseaux sociaux et qui soit vraiment bien faite et qui lui laisse une bonne impression de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, tout à fait. À nouveau, on s'adresse à des candidats passifs. Le candidat passif, l'exemple, c'est vous travaillez, à un moment donné, vous faites une pause. Le réflexe que beaucoup de gens ont pendant leur pause, c'est de sortir son téléphone et d'ouvrir un réseau social. Au moment où j'ouvre ce réseau social, je ne suis pas en train de chercher du boulot. Cependant, il va se passer que si on a bien ciblé la bonne géographie, la bonne offre d'emploi, on va me faire apparaître une offre d'emploi, ou en tout cas une image d'entreprise qui devrait me donner envie, en tout cas qui devrait me parler. Si ça m'intéresse, je vais aller cliquer. Si ça ne m'intéresse pas, je continue ma navigation et je continue à regarder mes vidéos, mes chiens, mes chats, peu importe. On a réussi à attraper mon attention. Donc là, je m'intéresse à cette entreprise et à cette offre d'emploi. Là, il va falloir limiter le plus possible les barrières. Je suis, comme je l'ai dit, en train de prendre ma pause sur mon téléphone. J'ai 5 minutes. Je ne suis pas derrière mon ordinateur avec mes CV préparés et mes lettres de motivation dans une démarche active de candidature. Je suis dans un moment volé, entre guillemets, sur mon téléphone pendant ma pause. Donc, il va falloir faciliter les étapes. Une étape qui fonctionne très bien, c'est je ne vais pas forcément rediriger le candidat vers le site de l'entreprise parce que ça veut dire temps de chargement, potentiel bug, etc., etc. La candidature, je vais la faire directement sur le réseau social. On le voit sur le petit écran. Parce que ça va faciliter les choses. Deuxièmement, je vais mettre en avant, d'ailleurs, si je le veux, le fait que la candidature, elle ne nécessite pas forcément un CV. Parce que la plupart du temps, on est sur des métiers de terrain où ce qui va faire la différence dans un premier temps, c'est de savoir, comme on le voit ici, est-ce que je suis intéressé par un temps partiel, un temps complet, est-ce que j'ai tel ou tel permis, est-ce que je travaille dans le week-end. Voilà, des informations qui seront déjà suffisamment intéressantes pour permettre au RH de mettre de côté ou de poursuivre l'aventure avec le candidat. C'est très souvent des informations qui ne sont pas dans un CV. Donc, ça va avoir beaucoup d'importance. Donc là, c'est la première étape qui va faciliter, je dirais, l'acte de candidature. Et ensuite, il va y avoir cette nécessité, ou en tout cas, nous, on pousse à ça avec Seiza et avec notre plateforme, d'avoir une relation de transparence et de proximité avec le candidat. Là, le rôle du recruteur devient hyper important. Il va falloir être capable de lui apporter une réponse rapide à ce candidat. Il va falloir être capable de lui expliquer les différentes étapes du processus, parce que je suis face à un candidat qui n'est pas en train de chercher du travail, je dis n'importe quoi, il n'est pas au chômage en train de chercher du travail depuis 3 mois. Là, il est en poste et potentiellement, si les choses vont vite et si je suis transparent,
je peux le recruter dans les 48 heures. On a des clients aujourd'hui qui recrutent en 24 heures parce que le process est hyper efficace et transparent. Et je vais aussi m'adapter à leur réseau de communication. On est face à des candidats qui parfois n'utilisent pas beaucoup l'email ou n'ouvrent pas beaucoup les emails. Et donc, le SMS fonctionne beaucoup, beaucoup mieux. Et donc, on va se mettre pour objectif d'avoir un processus qui va être hyper efficace. Et forcément, quand on est réactif, quand on donne de la transparence et de la clarté sur le process, quand on communique avec les bons moyens de communication de son candidat, on augmente très fortement ses chances de recruter. Et donc, à la fin, tout le monde est content. Le candidat, il prenait une pause et puis finalement, il a trouvé une super opportunité qui est peut-être plus proche de chez lui, mieux payé, dans une entreprise qui l'intéresse. Et pour le recruteur, lui, en fait, c'est tout bénef puisqu'il a réussi à recruter sur un métier là où il avait du mal, en étant hyper réactif et avec un profil qu'il ne connaissait pas du tout parce qu'il a été le chercher sur un réseau social. Voilà l'offre, entre guillemets, l'expérience candidat qu'on essaye de développer et qui fonctionne très bien avec nos clients parce qu'on amène quelque chose de simplifié avec des questions qui vont permettre de filtrer le candidat par rapport à un autre et ensuite on va proposer une expérience qui va être extrêmement transparente et de proximité et avec ça on a toutes ses chances d'augmenter sa probabilité de recruter. Nicolas, je sais que c'est un sujet important pour toi, l'expérience candidat. Je ne sais pas si tu veux compléter ou… Ouais, l'expérience candidat, c'est quelque chose d'important en fait, mais c'est surtout aussi pour répondre à Véronique. C'est pas le sujet de comment dire. Là, on présente. Enfin, moi, je suis pas de chez Seiza, hein, mais Camille présente l'outil Seiza. C'est le sujet du jour, c'est vraiment comment les réseaux sociaux peuvent être intéressants pour pouvoir justement recruter. Bien évidemment, la publicité rentre en jeu dedans, surtout par rapport à la question sur Facebook, parce que Facebook aujourd'hui limite ce genre de choses. On a parlé de plein d'autres réseaux sociaux, on a parlé de plein d'autres choses. L'idée, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là pour pouvoir toucher toutes les cibles possibles et imaginables, que si on cible correctement, alors il y en a sur lesquels c'est plus ou moins simple, hein, sur LinkedIn c'est plus simple de cibler que sur Facebook, que sur ainsi de suite, donc ça c'est plus ou moins simple, mais il faut déterminer les personas avant pour pouvoir le faire, et après derrière, le côté publicitaire permet de pouvoir diffuser à plus grande échelle, permet de pouvoir impacter plus sur justement ce fameux funnel de conversion. Quant à l'expérience candidat dont tu parles, Camille, on est bien d'accord, l'expérience candidat elle est ultra importante, mais surtout, elle doit être non seulement simple, mais aussi clivante. C'est ça qui va faire qu'après, derrière, les bonnes personnes postuleront. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et c'est quelque chose que, en dehors de publicité, vous pouvez faire vous-même. Hein. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Ça n'aura pas le même impact, ça n'aura pas la même chose, mais vous pouvez le faire aussi vous-même. Mais il est certain que de simplifier l'expérience candidat, aujourd'hui, c'est primordial. Je crois qu'il y a à peu près 75% ou 80% des candidats qui ont déjà eu une mauvaise expérience candidat. Et je crois qu'aujourd'hui, on est à peu près à 70% des candidats qui espèrent en fait une candidature en moins de 10 minutes, je crois. Ça doit être ça. Et si jamais on peut toucher les moins de 4 minutes, ça marche encore mieux. Donc effectivement, l'expérience candidat est primordiale. Il y a surtout un candidat sur deux qui ne veut plus discuter avec cette entreprise après avoir une expérience de recrutement. En fait, il y a beaucoup d'expériences qui se passent mal. Et en l'occurrence, quand ça se passe mal, on ne veut plus y retourner. Donc, en fait, là, on gâche, entre guillemets, du potentiel et des potentiels recrutements, tout simplement parce qu'on a offert une expérience qui n'est pas bonne. Donc, pour répondre à Véronique, effectivement, ici, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu les meilleures pratiques. Alors, effectivement, moi, je travaille chez Seiza, donc je partage ce sur quoi on travaille depuis une dizaine d'années et ce qu'on a expérimenté et testé. Et donc, effectivement, j'ai probablement un biais, hein, mais je suis persuadé, et je le vois dans les chiffres, qu'en offrant une expérience candidat simplifiée, on augmente ses chances. C'est assez logique qu'elle dit comme ça, mais on a encore aujourd'hui des processus qui sont longs sur des sites internet qui ne sont pas adaptés au mobile, qui chargent mal, à qui on va demander un CV, une lettre de motivation, et puis faire répondre à 25 questions, avec derrière une réponse d'un recruteur qui aura lieu un mois après, et finalement aucune transparence dans les étapes. Enfin bref, un processus cataclysmique, ça arrive malheureusement encore beaucoup. Et à l'inverse, plus le processus est efficace, plus on augmente ses chances de recruter. Et nos clients nous disent tous les jours, on a des recrutements qui sont en moins de 24 heures, parce que ces étapes sont maîtrisées et tout le monde y gagne à la fin. Voilà. C'est un vrai cercle vertueux, à la fois pour le recruteur, mais aussi pour le candidat. J'avance un petit peu parce que… il faut avancer, il est tard. Si on… Peut-être en une minute, des indicateurs à suivre, Nicolas, quand on veut recruter.
Bah, la finalité, c'est toujours pareil, la finalité, c'est le recrutement. Donc après, en fait, il faut toujours qu'on remonte, toujours ce fameux funnel. Donc on remonte à l'envers, on voit combien de personnes on veut recruter. On essaye d'estimer le nombre de candidats qu'il faut qu'on ait qualifiés pour pouvoir recruter ce nombre de personnes. Il faut qu'on estime le nombre de clics et de candidatures qu'on ait pour pouvoir avoir ce nombre de candidats qualifiés. Et donc, après, derrière, il faut qu'on estime le nombre de vues qu'on doit avoir sur l'ensemble de nos publications. Il faut toujours remonter dans l'autre sens pour pouvoir voir. Si on part d'en haut pour aller vers en bas, on va se tromper. Donc, on remonte de l'autre sens. Et après, c'est tous les KPI que tu as montrés. Bien évidemment, le nombre de vues, c'est évident. Le nombre de personnes touchées, le taux de clic. Mais surtout, vraiment, plus important, c'est le CPA et le CPAQ, c'est-à-dire le coût par acquisition, le coût par candidat, et le CPAQ, le coût par acquisition qualifiée. Donc, c'est-à-dire le candidat qui est intéressant, qui va rentrer dans le process de recrutement. Quand on réussit à avoir ça, en fait, après, c'est quelque chose qu'on va pouvoir extrapoler et faire en sorte de développer sur le reste. Et par rapport à ce qu'on disait, et l'intérêt, par exemple, d'avoir justement des outils qui peuvent travailler sur les algorithmes, c'est qu'on peut mettre toutes ces informations et faire en sorte d'optimiser le nombre de CPA, donc de coûts par de candidatures et de candidatures qualifiées, en regardant tout le cheminement qui a été fait pour arriver à cette candidature et en accentuant en fait cette partie-là. Donc encore une fois, tout ça c'est faisable à la mano, mais c'est très compliqué. C'est pour ça que les algorithmes sont là et c'est pour ça que les outils sont là pour nous accompagner. Ça facilite la tâche, ça limite le coût de recrutement, ça améliore la qualité du recrutement et et la limitation du turnover à partir du moment où on suit ces bons indicateurs. Merci Nicolas. Peut-être les quelques best practices, Camille, qu'on observe, qui sont mises en place par les clients et qui font la différence quand on recrute sur les réseaux sociaux. Oui, effectivement, on en a parlé évidemment, mais je viens tout juste d'en parler sur cette mise en place de process rapides. C'est un vrai sujet de culture d'entreprise, de conduite du changement. On se rend compte que plus les équipes sont capables de traiter avec efficacité les candidatures, plus les candidats restent engagés. Et plus les candidats sont engagés, plus ils vont avancer dans le processus parce qu'ils vont vouloir avancer avec vous, avec votre entreprise. L'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée, donc ça c'est un moyen qui va permettre d'être plus réactif. À nouveau, alors je parle du coup en connaissance de cause à propos de Seiza, évidemment, mais c'est vrai que nous, on va mettre à disposition des recruteurs des outils qui vont automatiser pas mal de petites tâches via du SMS, via de la mise en rendez-vous, en entretien, ce genre de choses, pour permettre d'accélérer le parcours de recrutement, déjà de décharger aussi le RH qui a aussi beaucoup de choses à faire que d'envoyer des invitations, envoyer des SMS, mais ça va permettre de faire gagner du temps. Le pilotage, Nicolas vient d'en parler, d'avoir maîtriser toutes ces différentes étapes, ces différents KPI au long du funnel pour à la fois optimiser et puis se challenger pour être meilleur à tout moment et évidemment tout tester, les messages, les publicités, les réseaux, les paramétrages, parce qu'il n'y a pas une manière, il n'y a pas une sauce secrète, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Et puis parfois, il y a un petit paramètre qu'on ne connaît pas qui va tout bouleverser. Il ne faut pas hésiter à continuellement se challenger, continuellement à tester des choses. Et en l'occurrence, la magie de l'ordinateur et de l'informatique, c'est qu'on va pouvoir faire tout ça en parallèle, de manière automatisée, pour aller trouver la meilleure combinaison ou les meilleures combinaisons pour que ça fonctionne. Tout tester, c'est hyper intéressant. Clairement, il faut vraiment tester tous les réseaux possibles et imaginables. Aujourd'hui, il y a plein de réseaux qui sont sous-utilisés, qui peuvent être pertinents. Et il faut aller dessus à partir du moment où on pense que notre persona est là. C'est clairement aujourd'hui l'objectif principal de vouloir aller chercher là où les autres ne sont pas, la différenciation. Et pour répondre à Véronique, je pense qu'on a répondu à plein de choses qui étaient intéressantes sur les réseaux sociaux, donc c'est dommage. Maintenant, on peut en discuter à côté. Je pense que ce n'était pas un sujet de vente de Seiza, donc voilà, on va limiter. Je pense qu'on a diffusé plein de choses sur les réseaux et des choses qui peuvent être intéressantes sur la mise en place de stratégies, justement. Peut-être un petit peu de la fin, parce qu'on a écoulé le temps en partie. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette discussion selon vous? Que les réseaux sociaux sont des zones de confort, qu'il faut connaître ses personas pour savoir où aller parler sur ces zones. Pour moi, c'est vraiment les deux choses qui sont primordiales. Et qu'après, derrière, on peut mettre en place une stratégie qui doit être toujours testée. Voilà, c'est les 3 points que je raisonnerais, que je mettrais. Les réseaux sociaux sont des zones de confort. Il faut bien définir ses personas pour savoir sur quelle zone de confort aller et quel message diffuser. Et qu'il faut tester tout ce qui est possible et imaginable pour pouvoir réussir justement à trouver les messages les plus impactants pour notre cible et pour nos potentiels candidats.
Merci. Camille? J'ai l'impression que Nicolas a tout dit. Essayez, amusez-vous. C'est aussi l'occasion d'avoir des approches créatives et un peu différenciantes de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc, c'est la bonne occasion aussi pour tester des choses et on a très généralement des très bonnes surprises. Ouais. Et c'est à la portée de tout le monde de lancer des campagnes de recrutement, de tester, de voir comment ça fonctionne. Tout à fait. Ouais, ça marche. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Camille. Et on va se quitter sur ce mot de la fin. Merci à tous et à toutes pour votre attention, pour vos questions. On espère y avoir répondu. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des sujets de discussion. On y répondra avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée à tous et au revoir. Au revoir, bonne journée. Bonne journée, au revoir.